Aujourd'hui, télétravail, pas de retour en arrière. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, j'ai interviewé Nadine Yachouchi, directrice Microsoft 365 France. En effet, Microsoft et OpinionWay sortent une étude sur le bonheur au travail et en particulier sur le télétravail. Il y a tout un volet qui est consacré au télétravail en particulier. J'ai pensé que les résultats de cette étude pourraient t'éclairer en tant que manager ou en tant que chef d'entreprise et donc on va voir ce que ça signifie pour nous, chefs d'entreprise et managers. Au programme, on verra les résultats de l'étude, les principaux impacts pour un manager ou un chef d'entreprise, et puis on discutera comment tirer profit du télétravail pour renforcer son management, sans oublier d'évoquer les pièges potentiels du télétravail. Je te laisse donc avec l'interview et je te donne rendez-vous sur le forum si tu veux en discuter, si tu veux approfondir le sujet. Bonne écoute. Bonjour Nadine. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Bien et toi-même ? Très bien. Je suis dans le Nord, mais il fait très beau. Est-ce que, pour commencer, je peux te demander simplement de te présenter, savoir qui tu es ? Tout à fait. Je m'appelle Nadine Yachouchi. Je suis directrice France de Microsoft 365. Microsoft 365, c'est notre suite collaborative comme Word, PowerPoint, Outlook que tout le monde connaît. Mais c'est aussi Teams, notre outil collaboratif. Et puis Windows et toutes les briques sécurité qui nous permettent de travailler ensemble de manière sereine. D'accord, ok. Alors, on est là pour parler d'une étude qui a été faite, ou qui a été, je crois, demandée par Microsoft France à propos du bonheur au travail et surtout des impacts du télétravail justement sur le bonheur au travail. Exactement Cédric. Donc nous avons fait plusieurs études et sondages depuis l'année dernière, depuis plus de 12 mois maintenant. Pourquoi ? Parce que depuis les grèves, même avant le confinement et la crise que nous vivons actuellement, le monde a commencé à expérimenter de plus en plus le télétravail et c'était important pour Microsoft de comprendre en fait comment ces nouveaux modes de travail impactaient les collaborateurs, impactaient les entreprises, les DRH évidemment, et puis aussi comment elles impactaient notre rapport au travail. Dans ce contexte, nous avons commandité plusieurs études sur le rapport au travail et le troisième volet de cette étude qui arrive aujourd'hui. Pour rappel, la première était comment les collaborateurs et les actifs français, à la suite des grèves de novembre et décembre 2019, avaient expérimenté et vécu le télétravail pour la première fois. Un deuxième volet qui est arrivé en septembre-octobre pour comprendre un peu quels étaient les ressentis après toutes nos premières parties de confinement, de savoir quels étaient les enseignements que ce télétravail de manière contraint et soudain avait emmené. Et puis ce troisième volet qui nous réunit aujourd'hui sur quelle est l'importance du bonheur au travail d'un point de vue des collaborateurs et des actifs français et puis un regard croisé avec les DRH. D'accord. Tiens, tu vois, par exemple, j'avais pas du tout... ça vient de me faire tilt. C'est vrai qu'on a eu un moment de télétravail ou une occasion de passer au télétravail pendant les grèves. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il y avait eu cette première phase. Pour moi, la révolution du télétravail, enfin plutôt l'accélération du télétravail, c'était vraiment lié à la Covid. Alors, elle avait été timide, mais... très positif, surtout pour les travailleurs qui expérimentaient le télétravail pour la première fois, car elle avait déjà débloqué dans la tête de beaucoup de managers et d'entreprises le fait que le télétravail n'était pas un frein à la productivité, n'était pas un frein à la confiance, mais qu'au contraire, on pouvait très bien, pour certains métiers, télétravailler et être tout aussi performant en termes d'entreprise. Intéressant. Et donc, vous avez interrogé qui, là, pour le troisième volet, en fait, le public que vous avez interrogé ?
Alors, donc, une étude croisée, la première qui était avec des actifs français, donc plus de 2000 actifs français sur cette partie du télétravail, et puis le regard croisé avec des DRH, donc 300 DRH sur une étude aussi quantitative pour comprendre en fait s'ils répondaient, ils abondaient dans le sens des actifs français qui parlaient justement de l'impact du télétravail. D'accord, ok, intéressant. Et alors, qu'est-ce que cette étude nous apprend? Donc, 3 enseignements soulignés et par les actifs français et les DRH qui nous disent, premièrement, que le télétravail est là pour durer. On a vécu ce shift, on a vécu ce passage en fait au télétravail de manière massive et soudaine, comme on l'avait dit, mais il y a eu des bénéfices et d'un point de vue collaborateur et d'un point de vue de l'entreprise et des managers qui aujourd'hui sont irrévocables, indéniables, et du coup on ne reviendra pas au temps d'avant comme certains l'appellent où on sera tous en présentiel. Il n'y aura pas de retour en arrière alors. Non, et je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, déjà beaucoup de managers se rendent compte, on l'a vu dans la première étude, 9 managers sur 10 se rendent compte qu'en fait, la productivité n'a pas chuté, voire elle a augmenté en passant au télétravail. Et d'un point de vue collaborateur, ça leur a permis d'avoir une nouvelle flexibilité dans leur vie pro et perso qu'ils recherchaient, qu'ils voulaient et qui leur permettent en fait de mieux gérer leur vie aujourd'hui. D'accord, ah ouais, 9 sur 10, c'est pas un petit pourcentage, on va dire. Voilà, le deuxième enseignement, c'est évidemment le rôle des outils collaboratifs dans cette transformation. Donc, il a été crucial, on l'a vu dès l'année dernière, pour garder en fait le lien social et puis aussi la continuité du business de toutes ces entreprises. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une adoption massive. Alors, si on se rappelle un peu pour Teams, on était à 20 millions d'utilisateurs actifs quotidiens avant le confinement. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, on est à 115 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Et puis donc, donc, troisième enseignement, le lien social. Le lien social est plébiscité et il est vraiment remis en avant. C'est ce qui nous a quand même manqué pendant tout ce confinement. C'est quelque chose qu'on souhaite préserver et c'est aussi quelque chose d'indispensable pour le bien-être et le bonheur en fait des collaborateurs aujourd'hui. D'accord, ok. D'accord. Donc en fait, ah oui, c'est en fait, oui, effectivement, il faut bien regarder les 3 aspects, puisque le premier, il est plutôt très en faveur du télétravail. On ne reviendra pas en arrière parce qu'il y a plein de bénéfices. D'ailleurs, c'est amusant, hein, j'avais fait une petite conférence là-dessus que je remettrai en lien, justement, où je mettais la liste. Et en fait, quand tu fais la liste des avantages du télétravail, à la fois pour une entreprise et à la fois pour un salarié, d'un point de vue purement objectif, et peut-être un petit peu en mettant de côté le dernier aspect que tu soulignes, qui est le lien social, je veux dire, voilà, c'est 99%, quoi. C'est vraiment massif, c'est-à-dire qu'il y a moins de risques liés au déplacement, moins de temps perdu, etc., etc. Il y a une productivité qui est accrue. Ensuite, tu nous dis le rôle des outils collaboratifs. Bah, bien sûr, ça aurait été impossible sans l'émergence des outils collaboratifs. Et le dernier point, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le lien social est plébiscité dans l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont dit qu'ils avaient perdu quelque chose à cause du télétravail, ou est-ce que ça veut dire que le lien social a malgré tout pu être préservé? Qu'est-ce que dit l'étude là-dessus en fait? Alors, elle dit qu'en fait, le lien social est hyper important aujourd'hui dans notre rapport au travail, et que le travail, ce n'est pas seulement la productivité, ce n'est pas seulement
voilà, faire son travail de 9 heures à 17 heures, mais qu'on a besoin de communiquer avec nos équipes, non seulement pour être productifs et pour s'enrichir les uns les autres, pour aller travailler ensemble, mais aussi il y a un bonheur, il y a un bien-être qui vient du fait d'aller voir tous les jours voilà, ses collègues, de discuter à la machine à café, d'être capable de passer un moment convivial pendant le déjeuner, voire de résoudre en fait des problèmes devant la cage d'escalier ou devant l'ascenseur, tous ces petits liens qui fait qu'en fait notre travail non seulement est plaisant, mais que ces communications en fait sont vraiment aussi un moteur informel et peut-être un peu plus intangible ou invisible de notre productivité. D'accord, ok, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses peut-être moins systématiques et moins mesurables qui sont toutes les petites connexions, les petits liens qu'on fait entre soi et l'attrait aussi pour une forme de communauté en fait. L'entreprise peut être perçue comme une communauté. Exactement. Et pour relier un peu ça au bonheur de manière un peu plus générale, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, en fait, le bonheur, c'est aussi, il se forme en fait dans le fait d'être en communauté, de dialoguer ensemble, de collaborer ensemble. Et effectivement, un travail qui nous épanouit, c'est aussi pour la majorité en fait des actifs français, c'est aussi un endroit où on se sent bien en communauté, où on échange, on discute. Et du coup, en fait, ce lien social, donc aujourd'hui que les entreprises préservent et essayent de préserver au maximum, il est vraiment important pour la motivation, pour la rétention des collaborateurs et puis pour la culture d'entreprise, puisqu'il est le véhicule aussi d'une certaine culture d'entreprise. Tout à fait. En fait, chez Outils du Manager, on parle souvent des 2 R du management. On dit un manager, si on veut vraiment simplifier et dire, bon alors, qu'est-ce qu'on attend exactement d'un manager ? 2 R, les résultats et de la rétention. Et en fait, c'est quelque part ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement la productivité, la production de résultats, le fait d'avancer sur des dossiers, etc., mais il y a aussi le fait de ne pas perdre son équipe en route. C'est-à-dire qu'effectivement, en étant ultra productif, en supprimant peut-être tous les moments de détente, etc., on va réussir à obtenir un résultat légèrement plus rapide, mais finalement, dans le long terme, on peut le payer très très cher parce qu'on n'aura plus de rétention, on va perdre des collaborateurs, on devra en intégrer de nouveaux qui n'auront pas tout à fait la même culture de l'équipe et donc il faudra les réintégrer, etc., etc. Et en fait, on va finalement assez rapidement perdre ce qu'on avait gagné au départ. Exactement. Et puis, donc, je ne vais trahir aucun secret, je pense, en disant que plus on arrive en fait à nourrir en fait ce lien social entre les collaborateurs, plus on crée des relations entre eux qui leur permettent justement de résoudre des problèmes plus rapidement, de s'aligner plus facilement sur certains sujets, de travailler de manière beaucoup plus à la fois autonome, puisqu'ils auront échangé de manière informelle, et aussi de découvrir de manière fortuite et plus fortuite certains sujets qui leur donneront voilà, des petites pépites de créativité ou d'innovation sur leur propre thème. Donc c'est aussi, au-delà du fait de bien s'entendre ensemble, c'est aussi ce qui nourrit en fait l'innovation, la création du groupe. Et donc pourquoi en fait c'est intéressant de souligner toute cette partie de préservation du lien social dans une mission d'entreprise, c'est que, donc sans trahir aucun secret, on pense qu'on va vraiment aller vers un monde hybride, c'est-à-dire, comme on l'a dit, il y a une certaine partie du télétravail qui est maintenant un acquis dans toute la culture d'entreprise, mais comme on a besoin de ce lien social, on imagine aussi qu'il y aura forcément un retour à certains jours par certaines équipes d'une façon beaucoup plus flexible au travail ou disons à un échange en personne, et donc que le monde d'aujourd'hui, c'est même plus le monde de demain, est fait justement de ces moments où on va au travail, où on va au bureau ou ailleurs pour se rencontrer, échanger, tisser ce lien, co-construire, co-créer, et puis des moments en fait de productivité, de focus
de temps personnel en fait sur des sujets où on a besoin de produire et du coup là, on peut beaucoup plus les faire en télétravail, mieux gérer son temps et être plus flexible par rapport à ses propres besoins personnels. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu dis hybride, ça ne veut pas dire des équipes en télétravail et d'autres qui ne le sont pas. Une même personne peut de temps en temps être en télétravail et de temps en temps ne pas être en télétravail, être en présentiel. Et c'est une des choses dont on avait un petit peu discuté d'ailleurs chez Outils du Manager aussi. C'est un petit peu, ça rejoint une étude qui avait été faite sur les gens qui travaillent sur plateau, tu sais, dans des bureaux paysagers, où finalement on s'était rendu compte que c'était pas forcément la forme idéale de travail, y compris au niveau relationnel, parce que ça pouvait perturber et ça pouvait créer d'autres tensions. Et donc à l'époque j'avais dit le télétravail, c'est un moyen d'avoir un bureau à soi à moindre coût, puisqu'on peut le faire chez soi sans que l'entreprise obligatoirement investisse dans ce bureau qui permet de se mettre au calme. Et donc, moi, je crois beaucoup à ce mode hybride. Et d'ailleurs, je le conseille aussi aux chefs d'entreprise. Je dis, un chef d'entreprise ne doit pas être tout le temps dans sa boîte. Quand il est dans sa boîte, c'est qu'il a rendez-vous, c'est qu'il a des gens à voir, etc. Et on peut étendre ça aux salariés à partir du moment où sa direction accepte qu'il travaille de cette manière-là. Mais effectivement, pourquoi aller au travail quand on n'a personne à y rencontrer ce jour-là ? Exactement. Et du coup, là, je vais reprendre vraiment les arguments de Charles Pépin, qui était le philosophe qui nous a accompagnés sur... mais je ne savais pas, ça, c'est hyper intéressant. On l'a eu sur le podcast il n'y a pas longtemps du tout. Du coup, nous, on est fans. Ah, génial. Et puis, du coup, je vous conseille d'écouter le replay. On l'a eu aussi, nous, on a discuté ensemble avec lui justement sur cette partie de bonheur au travail. Okay. Et une des phrases qu'il cite, et je trouve qu'elle est très intéressante, c'est finalement ce mode hybride nous permettra d'être paradoxalement plus présents. C'est-à-dire plus présent quand tu as besoin de t'isoler pour mieux travailler, avoir ce temps, tu es beaucoup plus focalisé sur ce que tu fais, mais aussi quand tu iras voir tes collaborateurs, tes collègues, ton équipe, tu seras plus présent avec eux parce qu'il y aura une vraie intentionnalité derrière le fait d'aller au travail. On n'ira plus de manière mécanique, mais on ira pour rencontrer un Cédric, une Capucine, et du coup pour avoir un vrai échange avec eux. Tout à fait. Je pense que ça parle aussi de la différence entre du travail ou du management diffus et du management concentré. C'est-à-dire que moi je crois beaucoup, il y a un outil dont on parle tout le temps, qui est le 1 à 1. Moi je crois beaucoup à cette forme de communication. D'abord parce qu'elle te permet de compartimenter ton temps et donc d'alterner des moments où tu es plongé avec ton équipe, des moments où tu es en individuel avec chacun des membres de ton équipe et des moments où tu fais ta contribution individuelle en étant concentré. Et donc, à chaque fois, tu fais mieux chaque chose, puisqu'à chaque fois, tu es focus sur chaque chose. Et puis, il y a aussi le mode la communication, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans de la communication diffuse, où on se voit tout le temps, mais en fait, on se dit rien, etc., avoir des temps de qualité ensemble, où là, on est vraiment disponible pour l'autre, etc., etc. Je crois... Je suis tout à fait en phase avec ce que tu viens de dire. Et je suis vraiment content de retrouver Charles Pépin. En plus, je suis en train de lire son bouquin sur la rencontre, qui est très très bien, que je conseille aussi. Ah ben voilà, on a les mêmes références. Génial. Ok, alors, donc, ce qu'on retient, c'est que le travail est désormais hybride. Et puis, en off, tout à l'heure, on discutait un petit peu et tu m'avais dit, donc il y a cette importance de garder ce lien, puisque c'est le troisième volet, la troisième chose qui ressort de l'étude et qui est vraiment très importante, je confirme. Mais tu voulais mettre un bémol, ou plutôt tu voulais ajouter quelque chose. Tu avais un angle qui me paraissait vraiment intéressant pour nos auditeurs. Oui, je sais qu'au bout d'un an, notamment de confinement ou de mesures justement où on doit pratiquer la distanciation sociale, où beaucoup de collaborateurs sont aujourd'hui en travail à distance à 100%, effectivement, on a un vrai manque de temps en temps de se voir et d'être en présentiel. Et je pense que une des frustrations qu'on a peut-être vécues au tout début du confinement, c'est quand on a essayé en fait de recréer en numérique
les liens sociaux qu'on avait ou les liens collaboratifs qu'on avait en présentiel. Et effectivement, essayer de calquer ce qu'on vit ensemble quand on est autour d'un bon repas ou voilà, avec des collègues devant la machine à café dans le numérique, je pense que c'est dommage parce que c'est voué à l'échec, parce que rien ne remplacera en fait une discussion en face à face avec quelqu'un. Bon, en fait, donc tu conseilles pas qu'on mange nos sandwichs en se regardant par écran interposé? Alors, pourquoi pas, mais du coup, mon vrai enjeu aujourd'hui, c'est de dire, plutôt on aura abandonné l'idée d'essayer de recréer exactement la même relation qu'on avait avant en physique dans le numérique, plutôt en fait on ouvrira beaucoup plus de portes sur les opportunités que le numérique nous donne. Et je te donne peut-être 2 exemples. On a commencé les apéros virtuels à partir du confinement. Et effectivement, avant, on n'avait jamais imaginé ce concept. Donc, on a commencé à le faire avec les personnes avec qui on ne pouvait plus faire d'apéro, dont on avait l'habitude. Mais on a étendu, en fait, ce concept avec des personnes avec qui on n'avait pas l'habitude de le faire. Typiquement, moi, je l'ai fait avec de la famille qui se trouve en dehors de la France, et je le vois aussi sur le monde professionnel, des moments de socialisation qu'on a aujourd'hui avec des équipes qui se trouvent aux États-Unis, en Allemagne. Et donc aujourd'hui, avec cette capacité que le numérique nous apporte, d'être capable en fait de passer un moment sympa avec des personnes, voilà, qui ne sont pas ici et maintenant présentes, et même, pour ne pas aller chercher plus loin, avec des personnes dont les contraintes familiales ou personnelles ne permettent pas de passer ces temps un peu conviviaux. Aujourd'hui, en fait, le numérique nous ouvre cette porte. Et du coup, si on arrête de vouloir faire du numérique ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un moment d'échange en physique, on se rend compte qu'on peut l'utiliser de plein de manières. Tu parlais tout à l'heure d'un déjeuner devant le PC ou avec un sandwich. Mais je te donne un exemple. Aujourd'hui, on abuse des gifs voilà, dans nos discussions, quelque chose qui n'existe pas en physique, et avec quelque chose qui, voilà, qui nous égaye, qui nous fait sourire dans la journée. Et un autre exemple, par exemple, sur Teams, je pense qu'on le sait, on a la possibilité de mettre des petits cœurs, des sourires, voilà, des émoticônes sur les commentaires. J'ai entendu beaucoup de clients qui me disaient maintenant, je like le commentaire de mon PDG, de mon collègue, chose qui ne me serait jamais venue à l'idée avant. Et du coup, on a rétabli des liens encore plus étroits, de liens sociaux, des codes qui nous viennent de la grande conso et de notre usage perso dans le professionnel. Et du coup, ça nous a rapprochés d'une autre façon avec nos collaborateurs. Ouais, c'est juste, je l'ai expérimenté moi aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une formation, et effectivement, quand on parle, quand on dit des choses, le formateur envoyait des cœurs, des applaudissements, etc. au fur et à mesure. Un truc oui, qu'on n'aurait pas imaginé auparavant. En Voilà. plus, je pense aussi qu'il y a des gens, selon les profils, selon leur profil de communication, qui sont peut-être plus à l'aise aussi parfois quand il y a un écran, et qui vont plus se libérer et se lâcher que s'ils étaient en physique. Je pense que ça révèle aussi certaines personnes dont le tempérament n'était pas forcément d'être à l'aise quand on était en présence physique. Des gens dans le profil 10 qui sont plus consciencieux, ou ce genre de profil, en fait, quelquefois ils se révèlent avec les nouveaux outils de communication à distance. Cédric, je pense que tu touches à un point hyper important que, bon, nous, on a l'habitude d'appeler l'inclusion, finalement, mais qui est, donc je vais prendre l'exemple de Microsoft Teams, puisque effectivement, c'est mon outil, mais qui est finalement avec un outil comme Teams qui te permet de communiquer sur différentes façons. Par exemple, soit du chat, soit de la vidéo, soit des appels, soit même de co-créer, de faire des commentaires dans un document sans forcément avoir une discussion avec quelqu'un. Il permet à chacun, en fonction de sa personnalité et du moment, d'avoir un espace pour s'exprimer, chose qui n'était pas forcément facile en fonction de ta personnalité ou de ton moment quand on est tous à table, on est tous autour d'une réunion. Et puis, c'est le moment de parler ou de ne pas parler. Ici, je le vois, moi, dans les réunions que nous faisons. Il y en a certains qui prennent la parole,
Il y en a d'autres qui écrivent dans le chat pour passer un commentaire parce qu'ils veulent respecter le temps de parole d'autres. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, qui vont lever la main parce que ils veulent parler, mais ils ne veulent pas parler tout de suite, mais ils veulent quand même qu'on les entende. Et du coup, cette espèce de couteau suisse de communication que le numérique nous apporte permet à toutes les personnalités, on l'espère, de mieux s'exprimer, alors qu'avant, en présentiel, on avait peut-être, voilà, une seule façon de le faire. Les gens qui sont habitués un petit peu à parler plus fort que les autres. Exactement. D'ailleurs, on a vu ça aussi, je me souviens, moi ça m'a marqué au début effectivement du confinement, quand les journalistes et les hommes politiques discutaient, ils avaient tendance à bien attendre que l'autre ait terminé avant de reprendre leur discours, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas quand ils sont l'un en face de l'autre. Je trouvais ça plus agréable, moi, pour ma part. C'est très très intéressant aussi le fait de pouvoir mélanger de la parole et de l'écrit. Nous on le faisait déjà en physique, c'est-à-dire qu'on utilisait un outil qu'on appelle le parking, et où on disait si vous avez des choses à dire mais vous voulez pas interrompre le déroulé de ce qu'on vous présente, on les note sur un tableau et on s'engage à la fin à revenir sur chacun des sujets pour le résoudre. Et ça permet de ne pas interrompre la personne qui suit le fil de la réunion. Et ça, effectivement, ça marche encore mieux quand on utilise des outils comme Teams, par exemple. Oui, vas-y. Alors, j'allais dire, et au-delà de l'écrit en plus et de la parole, le fait de pouvoir liker, donc tu sais, le fait de pouvoir mettre un petit pouce sur un commentaire, ça permet même à des gens qui ne s'expriment pas pendant une réunion de noter le fait qu'ils sont d'accord avec telle ou telle opinion sans forcément prendre la parole pour répéter une phrase qui a déjà été dite et du coup de faire valoir leur opinion au même titre que les autres. Un autre avantage très important, puisqu'on est là-dedans, c'est de pouvoir enregistrer à une réunion, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas en présentiel peuvent toujours, et qui n'auraient pas eu forcément d'ailleurs à y être, mais néanmoins auraient besoin d'être informées, peuvent revisualiser une réunion par la suite. Et puis il y a le mode aussi asynchrone qui permet, plutôt que de faire une présentation avec tout le monde présent, de faire la partie présentation en mode asynchrone, c'est-à-dire elle est enregistrée, chacun la regarde. Par contre, au moment où on en discute et où on prend des décisions par rapport à cette présentation qui a été faite, là on peut être en synchrone tous ensemble. Et pour aller dans ton sens, maintenant, en plus de l'enregistrer, d'avoir des outils comme le transcript, ça te permet même de savoir s'ils ont parlé de ton projet pendant cette partie. Donc, tu es encore plus productif, disons que tu gères encore mieux ton temps parce que tu regardes si le projet papillon a été cité pendant cette réunion et sinon tu peux te dire du coup si mon projet n'a pas été cité, je peux me dire que je la visionnerai un peu plus tard et du coup tu peux aller même encore plus droit au but dans tes sujets. Extrêmement intéressant. Et puis on n'évoque pas, parce que c'est peut-être pas encore une technologie qui est tout à fait au point, j'en suis pas sûr, la traduction simultanée avec des sous-titres quand on a des équipes qui sont multilangues en fait. Alors ça existe, mais pas encore dans toutes les langues et dans tous les points. Mais c'est aussi une super invention. Et la traduction simultanée par sous-titres est aussi extrêmement intéressante. Encore une fois, pour aller dans le sens de ce que nous apportent les outils numériques dans le lien social, l'inclusion et des nouvelles façons en fait de collaborer avec d'autres personnes et de tisser des nouveaux liens. Ok, hyper intéressant. Donc ça va arriver, et puis peut-être un petit peu des communications assistées par l'intelligence artificielle. On avait commencé un tout petit peu à l'évoquer dans un podcast précédent aussi. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, d'autres choses que tu voudrais ajouter dans ce domaine? Parce que ce point-là, il est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'étais intéressé à connaître un petit peu ton angle là-dessus. Effectivement, il ne faut pas essayer on ne peut pas comparer. On peut juste continuer à innover dans cette voie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oui, mais on a perdu tout ça. Ce qu'on peut regarder, c'est ce qu'on a de nouveau. Et puis ce qu'on peut préserver en se voyant néanmoins quand on le peut. Est-ce qu'il y a d'autres
outils ou d'autres choses? Alors, du coup, moi, j'aime bien finir par une touche optimiste parce que je pense que cette crise, aussi malheureuse qu'elle soit, nous a apporté aussi une nouvelle façon de revoir la manière dont on veut travailler. Et j'imagine vraiment du coup qu'elle nous apportera en fait un monde de travail hybride avec les avantages de l'un et les avantages de l'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la construction de ce travail hybride. Et je pense que euh, moi, je travaille dessus, mais je vois aussi certains clients qui sont en train de repenser ce monde hybride avec tous les avantages que peut avoir ce monde hybride. Et je vais donner peut-être un ou deux exemples. On imagine que Teams va devenir peut-être une plateforme de travail où on aura plein d'applications qui pourront se greffer dessus, comme par exemple, si je voulais donner un parallèle, on peut imaginer Teams comme un téléphone, un smartphone, dans lequel en fait les vrais bénéfices seraient toutes les applis qu'il y a dessus. Et donc, tu peux imaginer demain que tu auras une appli, par exemple, sur Teams qui te permettra, par exemple, de commander ton déjeuner pour toi et pour toute ton équipe directement en un clic, comme une appli. Ou alors, par exemple, comme tu vivras peut-être d'une manière beaucoup plus hybride, avant tu allais dans la salle de sport de ton entreprise. Aujourd'hui, tu auras des cours de gym en visio quand tu seras de chez toi, que tu pourras programmer. Tu parlais de l'intelligence artificielle, on pourrait même imaginer une intelligence derrière artificielle qui pourrait te dire je vois que tu as 2-3 créneaux la semaine prochaine, il y a déjà des cours qui sont encore disponibles, est-ce que tu veux que je te les book automatiquement, comme ça on s'assure que tu fais tes 3 heures de sport par semaine et que ça ne mange pas sur tes meetings. Donc voilà, je voulais rester sur des exemples qui montrent qu'en fait on peut imaginer plein de nouveaux cas d'usage qui sont bénéfiques pour les employés et les collaborateurs dans leur nouvelle façon de vivre en fait ce travail hybride. Oui, je pense qu'en plus je pense que c'est aussi à chacun et à chaque entreprise de déterminer jusqu'où aller en fait dans ce domaine-là. Je pense que c'est important que ce soit toujours aussi au service de la culture d'entreprise qu'on a décidé. Mais ce que je veux dire, là je te rejoins complètement, il n'y a pas d'incompatibilité. En plus, de toute façon, il faut y aller. Et donc, autant prendre les meilleurs aspects de cette chose-là. Après, on en a déjà parlé aussi, et ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y a des garde-fous, il faut faire attention, parce qu'effectivement, tu l'as souligné, c'est le premier constat de votre étude, c'est de dire que la productivité est en hausse. Mais il ne faut pas oublier qu'avant, on allait au travail, ça démarrait à 8 heures et ça finissait, peut-être à 18 heures ou à 17 heures. Là, le risque, c'est quand on est chez soi et qu'on est dispo en permanence. Et je pense que là aussi, il y a des nouvelles règles et des nouveaux usages à mettre en place. Et c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise et du salarié de savoir se discipliner par rapport à ça. Parce que sinon, on peut travailler non-stop. Hein. C'est assez simple. Hein. Et c'est assez dangereux, et ça ne va pas dans le sens de la productivité au final. Enfin, en tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai ancrée assez profondément. Ok, écoute, c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast, Nadine. Est-ce que si les auditeurs veulent aller plus loin, ou s'ils veulent peut-être voir... le replay dont tu parlais, etc. À quel endroit, en fait, ils peuvent trouver tout ça? Ils peuvent le voir sur notre site Microsoft et sur LinkedIn. Sur notre compte LinkedIn, le replay sera disponible. Il s'agit d'un replay sur le bonheur au travail avec Charles Pépin, notre philosophe. Et puis, nous avons aussi eu... OpinionWay qui décrypte un petit peu les chiffres, Segus qui est une entreprise qui accompagne aujourd'hui le changement d'entreprise, et un témoignage d'Orange, donc parce que avec 80 000 employés et collaborateurs avec des profils tellement divers, le témoignage est hyper intéressant. Voilà. D'accord. Ce qu'on va faire peut-être, c'est que tu pourras m'envoyer les liens et je les intégrerai. On a un forum
c'est pas toujours évident de mettre des liens en descriptif du podcast, on est limité, mais par contre, je mets toujours le lien vers notre forum. Très bien. Et je remettrai tous les liens que tu me communiqueras, comme ça les auditeurs pourront aller creuser le sujet s'ils en ont envie et en discuter sur le forum s'ils en ont envie. Volontiers. Merci Cédric. Je te remercie infiniment et je te souhaite une bonne journée. À toi de même. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment 2 choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils du manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.